J'ai même pas. Nous, Shavua Tov. Donc, on est parachat de Vaïtsé, 5784. Ici, Yaakov est sorti de Beersheva. Il a quitté ses parents. Et sous l'injonction de son père et de sa mère qui lui ont demandé de prendre femme. Naturellement, il est sorti poussé par les circonstances. Mais il avait peur de son frère. Son frère voulait le tuer. Et donc, il est parti pour prendre femme. Dans la paracha après, et là-bas, on voit que Vaïvgav Hamakom, il a immédiatement rencontré Hamakom. Hamakom, c'est l'endroit du monde, c'est Hachem. Et naturellement, il a rencontré Hachem, c'est-à-dire il a prié à Hachem. Oui, et donc on voit que sont intimement liés la notion de tfila et la notion de partir chercher une femme. D'accord ? La notion de zivoug. Les deux sont liés. Ça s'est passé exactement de la même manière avec Yitzhak. Yitzhak, effectivement, son père avait mandaté Eliezer pour qu'il aille chercher une femme pour Yitzhak. Et quand il était revenu avec Rivka, il s'est marqué qu'il était en train, la soir bassadé, en train de converser avec Hachem dans les champs. Et là, de nouveau, elle l'a rencontré en tfila, en quelque sorte. Et on voit de nouveau, encore une fois, que le zivoug est lié intimement à la tfila. Quel rapport y a-t-il entre le zivoug et la tfila ? D'autre part, on doit se poser la question, pour quelle raison ? Finalement, Yitzhak ne pouvait pas sortir de Eretz Israël, et il a été obligé d'envoyer Eliezer chercher Rivka, la femme de Yitzhak, alors que pour ce qui est de Yaakov était obligé de sortir de Beersheva pour aller prendre sa femme. Et si vous me dites, il y avait des causes circonstancielles, si vous me dites même, d'accord ? Attends, Yitzhak, il est au Latmima, il est monté sur le Misbéar pour être sacrifié par Hachem, par Abraham, oui ? Et que donc, il a une dimension particulière. Est-ce que Yaakov n'a pas une dimension particulière ? Normalement, Yaakov a plus que Yitzhak, on aurait dû sortir d'Eretz Israël, on aurait dû leur amener leur femme là-bas, oui ? Pour quelle raison la femme de Yaakov, Yaakov est obligé de sortir pour aller la chercher ? Et si vous me dites qu'elle a été poussée par les circonstances, ce n'est qu'une menace de mort, c'est pas dramatique. En vérité, que Jbourou aurait pu régler les circonstances de telle sorte que ça n'arrive pas. Une cause circonstancielle n'est pas une cause fondamentale. Les circonstances sont obligées à, oui ? Mais alors quoi ? Fondamentalement, il aurait fallu que Yaakov reste en Israël, si ce n'était Esav reste en Israël, et que, en fait, Rachel, Léa auraient dû venir en Israël. C'est pas comme ça. Donc on comprend qu'ici, il y a de grandes interrogations. Oui ? Pour quelle raison Yitzhak n'est pas sorti d'Eretz Israël pour prendre sa femme, et que Rivka, elle est venue vers Yitzhak, tandis qu'en ce qui concerne Yaakov, c'est Yaakov qui est allé vers son zivouk. Quelles sont les dimensions, quelles sont les causes profondes qui régissent à l'organisation qui amène un zivoug ? Pour quelle raison Yaakov est obligé de sortir pour aller chercher sa femme ? Pour quelle raison Yitzhak est obligé de rester et que sa femme doit venir à lui ? Donc, et ne me dites pas, les circonstances sont la contrainte. Quand je vous prie, peut modifier les circonstances comme il veut. Il n'y a aucun problème. Il aurait pu tuer Esav, il aurait pu faire qu'Esav ne soit pas en colère contre... Hein ? Non, mais... Voilà, exactement. Donc, c'est pas comme ça que ça marche, d'accord ? Et donc, les tfilotes et donc, Yitzhak a institué la tfilat mincha, de plein jour, oui. Et Yaakov a institué la tfilat de Mariv, quand viennent les ombres de la nuit sur le clan d'Israël. C'est là qu'il doit prier. On peut dire, de manière rapide, évidemment que les tfilotes sont liés au zivoug. D'abord parce qu'on en fait pour se marier, oui. Mais surtout, c'est que le zivoug, la femme pour un homme, en vérité, lui permet, elle est Ezer Kenegdo, elle lui permet les deux, l'ensemble, le couple, accomplit. Le couple accomplit, la vie s'accomplit. Et donc, la prière est intimement liée, car toute la mission qu'un homme
et une femme ont à remplir sur terre, elle ne peut commencer qu'en étant mariée. Ce n'est pas possible autrement. Oui, un homme sans une femme, il n'est pas accompli du tout. Une femme sans un homme, elle n'a pas de mission. Oui, et donc on se retrouve à, évidemment que la tfila, elle est là au moment du zivouk, parce que c'est la vie qui commence. Un homme prend une femme selon le travail qu'il doit faire sur terre. Il n'a pas le choix forcément. Hein. C'est pas lui qui décide quel travail il doit faire. Hein. Mais il prend la femme qui va à deux, ils vont faire un travail qu'ils ne peuvent faire qu'à deux et qui vont faire avancer le monde dans le sens dans lequel il doit avancer. Alors, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, de toute façon, il n'a pas vraiment le choix. Oui, et quand la femme lui plaît ou lui déplaît, c'est pas seulement qu'elle lui plaise ou qu'elle lui déplaise, c'est pas ça le problème. C'est qu'en vérité, on lui met des sentiments qu'il faut avoir pour théoriquement accomplir son travail. Et donc, il va un peu en aveugle, quoi. Il a beau maîtriser la totalité de la situation, soi-disant. En vérité, c'est le patron là-haut qui décide comment les rencontres doivent se faire. Je continue. En fait, les Havot, d'une manière générale, et les Bnei Israël à leur suite, sont en quelque sorte le reflet d'une lumière divine. Nous sommes quoi? Nous sommes une neshama, autant dire une lumière divine, oui, dans un corps. Et donc, quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il a bien mis des créatures. D'où viennent ces créatures? Les créatures viennent du fait qu'Akadosh Baruch Hu, sa lumière, il l'a investie dans des corps. Et donc, ces corps-là sont une lumière divine qui agit. Et ici, il y a un miracle, il y a une bonté exceptionnelle. Nous ne sommes qu'un éclat d'une lumière divine, une âme, une neshama, et toute notre personnalité, c'est un éclat, c'est une étincelle divine, c'est une lumière divine, avec sa personnalité. Les uns ils sont blonds, les autres ils sont bruns, les uns ils sont intelligents, les autres ils sont charmants, les autres ils sont pas charmants, mais ils sont forts, etc. Les qualités viennent, même les traits du visage. Il y en a qui savent déceler au travers des traits du visage le type de neshama qu'il y a dans la personne. D'accord? Et donc, ici, nous sommes qu'un reflet d'une lumière divine. Chacun de nous est un reflet de la lumière divine, et qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, en tant que créature, un chesed phénoménal. Il nous a donné une conscience. On croit qu'on est individuel. Non, excusez-moi. On est individuel. On croit qu'on n'est qu'un individuel, que individuel. Oui. On croit qu'on a une personnalité totalement indépendante de tout. C'est notre personnalité. Ceci est complètement faux. Oui. Ce qui est vrai, c'est que j'ai un degré de libre arbitre. Ce qui est vrai, c'est que j'ai une marge de manœuvre. Oui. Ce qui est vrai, c'est que j'ai des pensées que je peux orienter. Oui. Mais ce qui est faux, c'est que je suis totalement libre. Je suis un reflet, une âme, un reflet du divin. Et chacun de nous est un reflet. Si jamais on a ça en conscience, on travaille déjà beaucoup plus facilement et beaucoup mieux. Après, chacun a une trajectoire. Toutes les trajectoires, d'une manière générale, servent à amener Mashiach. On sert au dessein divin. Le but divin, il sera accompli. Qu'on fasse bien ou qu'on fasse moins bien. De toute façon, que je vous roue, nous le servons. Il a prévu toutes les occurrences, et de toute façon, qu'on fasse quoi que l'on veuille faire, on sera de toute façon dans un plan. Et si jamais vous êtes empêché de le faire, c'est que ça ne correspondait pas au plan. Vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous ai dit en double commande. Vous avez l'impression que c'est vous qui conduisez la voiture, mais le moniteur à côté, d'un seul coup, vous le voyez, la voiture, elle tourne malgré vous. Oui. D'un seul coup, il freine là où vous n'avez même pas vu qu'il fallait freiner ou accélérer. Là, il fallait accélérer. Donc, nous sommes en double commande permanente. Il vous laisse le libre arbitre tant que vous amenez le monde là où il doit aller. Dès que vous n'amenez pas le monde, vous vous inscrivez, dès que votre histoire personnelle ne s'inscrit pas dans le devenir du monde, alors à partir de ce moment-là, on vous enlève les commandes. D'une manière générale. Donc ne vous offusquez pas quand vous voyez détourner vos efforts
vers d'autres buts, vous avez été utilisé opportunément et gentiment, oui, en disant je ne pouvais pas le faire démarrer si ce n'est en lui faisant croire que, maintenant qu'il a cru qu'il a démarré, hop, je l'emmène là où il doit aller. Et c'est comme ça que ça marche. J'ai un libre arbitre, jusqu'à un certain point, je ne contrarierai pas l'histoire du monde. Ça ne marche pas, d'accord? Donc nous sommes tous des lumières, d'accord? Si je puis dire. On est tous des lumières divines, oui. Et donc, on a un cadeau particulier, une conscience. Et donc, il faut comprendre comment utiliser sa conscience. Mais ça fera l'objet d'autres théories, ça. C'est quoi une conscience? Et à quoi ça sert? Et quel est le degré d'individualité que j'ai? Comment ça se fait que je suis individuel alors que je ne suis qu'un reflet divin? C'est un autre chiour, on laissera ça pour après. En tout cas, oui, on est des lumières. Mais seulement, il y a deux types de lumières. Oui. Dans le monde, en ce qui nous concerne, il y a des lumières. Akadosh Baruch Hu est divisé, c'est en quelque sorte partagé. Oui, de manière à ce que le monde existe. S'il n'y avait que une lumière, une hashpa'a, une influence sur le monde, il n'y aurait pas eu de monde. Oui. Il faut, pour qu'il y ait un monde, qu'il y ait une lumière qui s'arrête dans un kéli. Il faut qu'il y ait une force qui s'arrête dans un instrument, dans une marmite, dans une casserole. Voilà. Et donc, nous avons une neshama qui s'arrête dans un corps. Et donc, on a deux dimensions de lumière. La première, c'est le koach hamekabel, la force de recevoir. Et la seconde, c'est un koach qui est mashpia, le koach hamashpia. Il y a un mashpia, quelqu'un qui donne la force à toute chose. Et il y a un mekabel, oui, un keli, qui recueille cette force. Si jamais la force n'est pas recueillie, elle est inopérante. Elle ne sert à rien. Oui, elle ne va pas être employée. Et donc, justement, quand je vous ai dit que les hommes et femmes ne sont que des lumières divines, les femmes ont le koach hamekabel, elles sont le keli, et les hommes sont les mashpim. Oui, naturellement, ne prenez pas ceci au pied de la lettre. On est tous à la fois mashpia et keli. Je suis le keli de mon rave ou du nazi ou des choses comme ça, et je suis le mashpia de mes élèves. D'accord? Je donne à mes élèves et je reçois d'ailleurs. Vous comprenez? On est tous comme ça. Et pour les femmes aussi, c'est pareil. Elles donnent, elles reçoivent. On est tous comme ça. Mais quelle est notre nature intrinsèque? C'est qu'un homme est un mashpia par nature. Il fait descendre des kochot, oui, qui sont employés par sa femme, qui est, en règle générale, un mekabel. Il est arrivé que des femmes soient elles ont le koach d'être navi. Oui, c'est arrivé. Ce n'est pas la normalité, mais ça peut arriver. Oui, donc ne prenez pas tout ça au pied de la lettre. Je vous donne simplement les natures intrinsèques. La femme, elle est le kli hamekabel, et l'homme, il est le mashpia, c'est lui qui fait descendre la vitalité. La vitalité, elle vient de l'homme. Oui. C'est la raison pour laquelle les femmes veulent se marier, parce que sans vitalité, il n'y a rien. C'est la raison aussi pour laquelle elles sont déçues, parce qu'il n'y a pas la vitalité qu'elles attendaient ou un truc comme ça. Et donc, ou que la contribution, elle leur paraît dérisoire par rapport à ce qu'on fait. Ne négligez pas le koach hamekabel. Oui, ce koach hamekabel, ce keli, est une personnalité en soi. Ce n'est pas un keli comme on l'entend passif, comme une casserole qui reçoit le lait, oui, qui va bouillir sur le feu. C'est pas du tout ça. C'est qu'elle prend les kochot qui lui sont envoyés. Ah ben là, elle arrivait avec le mot kochot, oui. Elle prend les kochot, les brachot. Elle prend les brachot qui lui sont envoyés. Elle les organise. Elle les met en équation. Elle les met en ordre, en ordonnancement. Et à la finale, elle fabrique une créature qui n'existait pas auparavant. Quand les kochot descendent, quand les influences descendent, elles descendent, mais elles ne forment rien du tout. Oui, il faut qu'un keli les recueille, et qu'à ce moment-là, elle les organise, et elle les mette, elle leur donne une identité. Il n'y a pas d'identité. L'identité est donnée par le formatage, oui, l'emboutissage du keli. Je suis clair? Oui. Et donc, c'est d'ailleurs comme ça que ça se passe dans la nature des choses. Une femme reçoit une goutte de chokhma, et elle fabrique avec ça
des pieds, des doigts, des mains, des yeux, des oreilles, des cheveux, des machins, etc., qu'on n'aurait pas dit que c'était possible de les faire. Oui. Donc le koach hamekabel n'est pas un koach passif. Le koach hamekabel est un koach très actif. Oui. Et très actif. Ce n'est pas du tout un koach qui se laisse aller, qui... Et donc, et qui est un koach naturellement qui doit être alimenté. Alimenté en spiritualité, de manière à ce que la matérialité soit imprégnée. C'est pour ça qu'on appelle aussi une femme sa maison. Oui. Il y a des choses qui arrivent. Oui, il y a de l'argent, il y a des champs, il y a, je sais pas, il y a plein de choses qui arrivent, mais elles ne sont pas organisées en maison. Il faut que quelqu'un les prenne, les rassemble, les ramasse, oui, les mette en ordonnancement et en équation, et à ce moment-là, c'est comme ça. Mais sachez que c'est comme ça, hein. Même d'une manière générale, pour toutes les notions qui existent sur Terre. On a l'impression que le chesed est un koach hamashpia. Je lance du chesed et je le fais. C'est faux. En vérité, ce qu'il a fallu, c'est que des kochot descendent des cieux, de la chokhma, de l'intelligence, un peu de rahmanut, machin, etc. Et ensuite, chut, on peut leur dire chut, il n'y a pas de problème. Hein. Et donc, on a l'impression que même le chesed, d'une manière générale, c'est une notion qui est en soi, par nature, un koach hamashpia, c'est faux. On reçoit de la chokhma, on reçoit de la bina, on combine. La chokhma vient avec une intuition. La bina vient et combine les idées de manière à leur donner une forme utilisable sur Terre. Oui. Et à partir de ce moment-là, le chesed cristallise toutes les kochot, et là, il y a du chesed de fait. Vous comprenez? Donc même chesed, qui semblait être un koach hamashpia, une force descendue du ciel, ou bien qu'on a dans la tête, c'est pas vrai. Elle a réuni beaucoup de qualités, beaucoup de midot, et elle a donné une notion qui s'appelle chesed. D'accord? Il y aura une notion qui s'appelle gvura, puissance, fermeté pour pouvoir arriver à quelque chose, une notion qui s'appelle rahmanut, mais tout d'une manière générale a besoin d'être organisé, d'être mis en équation, d'être cristallisé. Un homme, il ne sait pas fabriquer une maison. Tu as beau lui donner des casseroles, du linge, des pierres, alors quoi, qu'est-ce qu'on veut maintenant, ouais, et on ne sait pas, oui. Une femme, elle sait, de manière générale. Merci. Une femme, elle sait de manière générale. C'est pour toi. Une femme sait d'une manière générale organisée. Donc le koach hamekabel est un koach très sérieux, qui est totalement indissociable du koach hamashpia. Mais le mashpia, celui qui fait descendre des kochot des cieux, il ne sait pas quoi faire avec ces kochot si jamais il n'y a pas un keli hamekabel qui va mettre en ordonnancement, en équation ce truc-là. Oui, on ne peut pas faire autrement. Et donc maintenant, la femme, elle a le koach hamekabel, elle est le keli, et l'homme, il est le mashpia. Voilà les lumières divines. Eh bien, ces lumières, en vérité, ces lumières sont en vérité la configuration de ce qui est la configuration de tous les niveaux d'Hachem. Hachem a dit, pour que le monde soit créé, il faut deux choses. Il faut que des forces descendent des cieux, et il faut qu'une qualité les recueille à toutes ces forces-là, et les mette en organisation. Quelle est cette qualité qu'on appelle organisation? Elle s'appelle Malchut. Le roi est la personne qui met en équation, le roi est la personne qui met en équation toutes les brachot que reçoit l'État. Un pays, il reçoit des futurs ingénieurs, des futurs médecins, il reçoit une pluviosité X dans l'année, il reçoit plein de données, et le roi va les mettre en ordonnancement pour pouvoir réussir à gérer son pays comme il faut. Donc, je répète. Yitzhak est resté en Israël pour retrouver son couple. Oui. Et tandis que Yaakov est allé chercher ses femmes. Oui. Pour quelle raison Yaakov est-il obligé de partir pour chercher ses femmes? Et
Oui. Et pour quelle raison Rivka, elle est venue vers Yaakov? Qu'est-ce qui a provoqué ça? Alors j'étais en train d'expliquer que nous sommes tous des lumières, si je puis dire. Oui. Et que, mais deux sortes de lumières. Les femmes sont un Kéli, elles ont le Koach HaMekabel, et les hommes sont des Mashpi'im. Et les hommes sont des Mashpi'im. Oui. Et les hommes sont des Mashpi'im, eux ils amènent des forces. Les femmes les ordonnances, les mettent en équation. Les mettre, le Kéli qui s'appelle Kli HaMekabel n'est pas un Kéli passif du tout. C'est un Kéli très actif qui utilise les éléments qui lui sont remis, les brachot qui lui sont donnés, qui les utilise pour fabriquer le monde, en quelque sorte. Les femmes et les hommes préfigurent ce qu'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il vient et il donne tout au monde. Le monde, comment il marche? Oui, il faut du sol, il faut du ciel, il faut de l'air, il faut de l'eau, il faut des gens, il faut, etc., il faut des plantes, etc. Et donc, les femmes sont comme le monde, et les hommes sont comme Hachem qui envoie des forces. L'une et l'autre, il y a une adéquation entre les deux. D'accord? Et c'est comme ça que les choses s'organisent. Est-ce que je suis clair? Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. C'est clair? Oui? Non? Oui? Audrey, c'est clair? Très clair. Et donc, voilà, vous avez le fonctionnement. Et donc, quand je vous dis que, en vérité, ces lumières que sont les hommes et ces lumières que sont les femmes, oui, sont une figuration des lumières d'Hachem. Hachem, il a créé un monde qui va recevoir des brachot, d'accord? Donc, il y a eu un Kéli pour que les brachot viennent, et Hachem, on dit de lui qu'il est plein de chesed, oui? Et comme ça, il a fait un monde, le chesed d'Hachem a pu s'exprimer. Oui, il n'a pas besoin d'être Hazan. Il voulait des créatures qui disent de lui, qui comprennent de lui, qu'il est plein de chesed. Et vous allez me dire, mais même si symboliquement, les femmes ressemblent au monde, et les hommes ressemblent à Hachem, les hommes ramènent des kochot d'en haut, les femmes les organisent, oui, c'est symbolique. À quoi ça rime? À quoi ça sert? D'accord, c'est joli, mais à quoi ça sert? Oui. Dans la paracha précédente, il y avait une paracha concernant les puits. Et vas-y, Abraham a créé un puits, et puis il a fait un deuxième puits, un troisième puits, mais les habitants ont bouché, pas détruit. Ils l'ont bouché, et ils ont mis du afar dedans. Ils ont mis de la terre dedans. C'est-à-dire, quand la Torah, elle explique comment ils ont bouché le puits. Vous voulez me dire, est-ce qu'on a besoin de savoir comment ils ont bouché les puits? Ça peut nous faire. Oui. Ensuite, dans la paracha précédente, tout le shlishi au réveil, c'est sur les puits qui avaient été faits par Abraham, qui ont été bouchés, que Yitzhak a redébouché, et qu'il les a appelés, ces puits-là, du nom. Donc les puits, ils ont des noms maintenant. Oui. Nous, on met des noms aux rues. Oui, là, même les puits, il faut qu'ils aient un nom. Il y avait des puits qui avaient un nom du temps d'Abraham. Il a redonné le même nom. Oui. Donc des informations intéressantes, mais à quoi elles servent? Oui. Et non, il y a eu des disputes. Il était obligé de partir. Et donc, il a recreusé un puits qui s'appelle Essek, où il y a eu une dispute. Un autre puits qui s'appelle Sitna, qui a encore une dispute. Mais après, il a creusé un puits qui s'appelle Rechovot. Demande, dis-moi. La Torah, elle a mis des chiyuvei karet dans Shabbat, avec une simple allusion. Il n'y a pas eu, on ne t'a pas dit comment il est chayav karet. Oui? Une simple allusion a suffi à définir que le monsieur il était chayav karet. Oui? Pour des chiyuvei karet, des chiyuvei mita, il a fallu qu'un remez, d'un remez seulement, c'est-à-dire on s'est contenté. Et maintenant sur les puits, combien on s'est étendu? Pourquoi parler tellement des puits? À quoi ça rime? Oui. Viens. Je crois que c'est le Baal Shem Tov qui dit qu'en vérité, non, les puits sont très importants. C'est la raison pour laquelle ils ont un nom. Oui. Et même les puits qui ont raté, comme Sitna, c'est parce qu'il y avait Satan, accusation. Eshek, c'est parce qu'il y avait des disputes. D'accord? Ces puits-là sont extrêmement importants. Je creuse un puits sur terre, je creuse en même temps un puits dans le ciel. Oui. Je creuse un puits sur terre. La terre, le côté terreux,
j'enlève la terre, et à ce moment-là, je trouve de l'eau. Et je passe de ce qui est terreux, élémentaire, au élément eau. Et si je deviens tzaddik, je passe du élément eau au élément air, avir. Avir, c'est déjà or avec un yud. Avir. C'est or avec un yud. C'est les mêmes lettres, j'ajoute un yud. D'accord? Et si je suis encore plus tzaddik, je passe de l'élément avir, or, air, oui. Je passe au élément feu, esh. Et donc d'élément en élément, comme ça, à ce moment-là, j'affine ma nature. Et avec les midotes que j'affine, oui, quand j'affine mes midotes, quand mon côté terreux, je ne le laisse pas prendre le dessus sur moi, et que je bouge ma terre pour qu'elle sorte son eau, à partir de ce moment-là, mes efforts trouvent une résonance dans l'action des forces d'Hachem, les brachot d'Hachem. J'attire un comportement des orot d'Hachem important en haut. Il y a un lien, une résonance, ça marche ensemble. D'où je le sais, c'est marqué Venoach matzah chen b'nei Hachem. Noach, il a trouvé grâce aux yeux d'Hachem, ça c'est en français. Mais vous pouvez regarder en hébreu, c'est Noach a trouvé l'inverse. Oui, chez Hachem. Oui, il a trouvé chen, c'est les lettres inverses de Noach. Et donc, il y a un miroir là-haut. Oui, nous agissons en bas. Si vous croyez que ce que vous faites est anodin, vous vous trompez complètement. Oui, chaque geste est enregistré. Et chaque geste a des conséquences. Oui, j'ai pas dit chaque pensée, je dis chaque geste. D'accord? A des conséquences. Et tous les gestes provoquent des lumières qui descendent en correspondance avec les gestes en question. D'accord? Et donc les puits, si vous creusez un puits d'eau vive en bas, il y a que je vous redis, ils sont bien quand même, c'est bien, regarde, il a donné de la nourriture et de l'eau à tout le monde, c'est bien, c'est de l'eau vive aussi, il a quitté la terre, il a fait rentrer de l'eau, moi aussi, j'affine, puisqu'il a affiné ses midotes, c'est la même chose, je crée un puits en moi, en faisant que mon côté terreux égale paresse, lourdeur, etc., j'affine mon côté terreux, alors à ce moment-là, lui là-haut, il me donne à mon côté eau vive, oui, nouveau côté eau vive, il me donne les brachot en question. Et ceci est mécanique. Yael, c'est mécanique. D'accord? Je veux faire descendre des lumières sur moi, je creuse des puits. Les puits physiques sur Terre, c'est des grandes choses, et les puits chez moi aussi, mes qualités, j'essaye de les dépoussiérer. C'est la raison pour laquelle... Mais un puits, oui. Quand on creuse, oui. il vient d'en bas. Il y a de l'eau partout. Il y a de la chokhma partout. Oui. Parce que ça ne devient pas un récipient. Un kéli, c'est quelque chose... Le puits se remplit d'eau, oui ou non? Oui. Ah, pourtant, c'est pas normal. C'est l'eau qui monte, là. Oui. Tout. Il y a de l'eau partout. Il y a de la lumière partout. Il y a du feu partout. Oui. Simplement, on a un équilibre instable, oui, pendant 120 ans. Un équilibre instable qui fait que ça réunit de l'eau avec du feu, de la terre avec de l'air, et les 4 éléments sont réunis de manière très instable. C'est pour ça qu'on va souvent chez le médecin. Oui. Mais on devrait aller plus souvent là-haut, quoi. On devrait plus faire descendre les brachot sur nous, de manière à régler l'ordonnancement des 4 éléments en nous, de manière par les mitzvot que l'on fait. Oui. Et donc maintenant qu'on a dit ce qu'on a dit maintenant, que quand je vous ai dit que d'une manière générale les femmes sont le koach hamekabel et il n'est pas passif du tout, bien au contraire, elles reprochent généralement aux hommes, oui, la qualité dérisoire de leurs efforts. Oui, leurs efforts sont dérisoires. Tout le monde hoche la tête tranquillement, mais ils sont indispensables. Il n'y a pas moyen de faire autrement. On ne peut pas les contourner. Oui. Et donc, le koach hamekabel, le koach hamashpia, la force de faire descendre l'influence et de la bracha, et la force de la recevoir et de la mettre en équation, oui, ça c'est l'homme et la femme. Et quand, vous voyez, puisqu'ils ont tous les deux une personnalité, hommes et femmes ont une personnalité sérieuse, oui, chacun a des exigences importantes à l'égard de l'autre. À partir de ce moment-là, c'est difficile de s'accorder. C'est pas si simple que ça de s'accorder. Le qui dit tu m'amènes pas assez d'eau, oui, et c'est pas de l'argent là.
n'y a même pas assez de koach, de joie, de choses, etc. Et le truc dit, ah, qu'est-ce que tu veux de moi? Jusqu'à où je vais? Et donc, c'est difficile de s'accorder. Si on s'accorde, là-haut aussi, la malchoute, le monde, reçoit en Hashba'a beaucoup de force. Nous libérons des forces qui sont bloquées par nos défauts. Nous les libérons. Donc, ce n'est pas symbolique, la comparaison entre la femme qui est le monde et l'homme qui est Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas symbolique du tout. C'est symbolique pour qu'on comprenne, mais c'est extrêmement efficace. Vous aurez des foyers qui vont bien réussir quand ils intègrent leur unité, et à ce moment-là, les brachas descendent sur le foyer. Chaque fois qu'on favorise la ktata, les disputes, les choses, etc., je n'ai même pas dit que ce n'est pas justifié. Chaque fois qu'on favorise ça, on dissocie le keli de la bracha, et à ce moment-là, le keli reçoit pas grand-chose. Oui. Et la bracha, elle reste en haut en disant je n'y puis que mais, je ne sais pas quoi faire. Voilà. Et donc, il n'y a pas de bracha qui descend sur terre. Donc, ce n'est pas symbolique du tout. Maintenant, on revient à la question. Quelle est notre question? Pourquoi Yitzhak, il n'a pas dû sortir de Eretz Israël? Il ne va pas sortir Israël. Non, pourquoi il n'est pas sorti pour chercher son sidour? Pourquoi Yaakov, on l'a obligé à sortir pour sidour? On le dit comme ça on n'a pas le problème. Pourquoi Yaakov, il est obligé de sortir? Et quoi, il est moins que Yitzhak? Bien sûr que non. Et ne me dites pas des causes circonstancielles, que beaucoup il règle les circonstances comme il veut. D'accord? Pourquoi Yaakov sort et pourquoi Yitzhak reste? Il y a une Mishnah dans Shabbat. Oui, la première Mishnah de la Gemara Shabbat, elle explique à Ani Bachutz, le pauvre, il est à l'extérieur, et Achir, et le Baal Habayit, il est Bifnim, il est à l'intérieur. Et elle vous dit, vous savez qu'est-ce qui est interdit pendant Shabbat? C'est de faire sortir d'un reshoot vers un autre reshoot. Donc, le Baal Habayit, il est bien dans l'intérieur. Baal Habayit, c'est Akadosh Baruch Hu, oui. Et dehors, il y a le Ani. C'est celui qui reçoit, d'accord? L'homme et la femme, d'accord? Et donc, la Mishnah définit 4 sorties interdites pendant Shabbat. Le Baal Habayit peut sortir un objet de la maison et le mettre dans la main du Hani, peut prendre un objet du Hani et le rentrer dans la maison, et de la même manière, le Hani peut rentrer sa main dans la maison, prendre un objet et le sortir, ou bien faire rentrer un objet qui est à l'extérieur dans la main du Baal Habayit. Donc ici, les sorties d'un reshoot vers un autre reshoot sont interdites, Shabbat. Pourquoi les sorties sont-elles interdites, Shabbat? J'ai pas le droit de faire sortir une épingle d'un reshoot à Rabim vers le reshoot à Yahid, ou d'un reshoot à Yahid vers le reshoot à Rabim. Je me fatigue pas en sortant une épingle. Pour quelle raison on m'interdit? On répond, enfin les Mekouadim répondent, parce que Shabbat, il n'y a pas 2 reshouyot. Il n'y a qu'un seul reshoot. On est tous à la table d'Hachem. On est tous dans un autre olam, le olam haba. Mais ein olam haba. On chante dans les chansons ça. Et donc, celui qui fait sortir, il est en train, le reshoot harabim, c'est l'endroit où tout le monde fait ce qu'il veut. Reshoot harabim. Chacun fait ce qu'il veut dans le reshoot harabim. Reshoot Yahid, je ne fais que ce que je veux, moi, dans mon reshoot. Personne ne peut faire, c'est moi qui commande dans mon reshoot. Faire sortir du reshoot Yahid au reshoot harabim, ou inversement, c'est admettre qu'il y a un autre reshoot que le reshoot Yahid. Oui, admettre qu'il y a un monde dans lequel chacun, il a ses dispositions personnelles, fait ce qu'il veut. Oui, ça c'est 7 jours dans la semaine. On te donne le droit de faire 6 jours dans la semaine. Shabbat, tu reviens à un seul reshoot. Et donc ici, vous voyez que des sorties sont interdites. On ne peut pas sortir parce que vous êtes en train, Shabbat, d'admettre, de laisser penser, oui, qu'il y a un reshoot harabim. Chacun fait ce qu'il veut. Pas vrai. Shabbat, il n'y a qu'un seul reshoot, celui d'Hachem. Et donc, on nous a donné, en correspondance avec cette idée-là, une interdiction, une mitzvah de ne pas passer du reshoot de la rue à la maison et de la maison à la rue. Que Hachem, un reshoot, il n'y a pas de reshoot. Donc, on a annulé le reshoot harabim Shabbat. Bien sûr qu'il est là, il y a des voitures, machin, etc. Mais nous, les Juifs, on n'a pas essek avec ça. On n'a pas d'affaire avec ce truc-là.
Oui. Donc il y a des sorties qui sont interdites et des sorties qui sont permises. Il n'y a pas de sorties qui sont permises, excusez-moi. On reste chacun chez soi. Ça a un rapport avec porter ou rien à voir? Ça a un rapport. Avec quoi? Avec le couple. Non, porter. Bien sûr. C'est ça. C'est pour ça qu'on m'interdit de porter une épingle. Je ne peux pas faire le millimètre qui passe de la porte de mon jardin à la rue. Je ne peux pas le faire. On ne comprend pas encore tout ce qui est Rovim, etc. Non, Rovim, c'est qu'on a fait semblant que toute la ville, elle n'est qu'une seule maison. Et que donc, on n'est pas sorti. C'est une facilité qu'on a donnée aux gens parce que c'était dur pour eux. En Israël, tout est... Pas tout. Et d'une manière générale, les Sfaradim sont marmirim en ce qui concerne les Rovim. Ils ne sont pas mekilim. On ne les utilise pas n'importe comment. D'accord? Les Ashkenazim sont plus mekilim là-dessus. Et donc, ils mettent des Rovim partout. Maintenant, on peut les utiliser aussi. Mais on peut ne pas les utiliser, c'est bien aussi. Et c'est effectivement, ça a tout à voir avec porter. Si je sors d'un reshoot vers un autre reshoot, j'admets qu'il y a une dualité dans le monde. Oui, or, Shabbat, je ne veux pas de dualité. D'accord? Et donc, c'est un interdit grave que je dois inscrire dans ma conscience, au point que je ne peux pas faire sortir une aiguille de cet endroit-là. Alors maintenant, dites-moi, Yitzhak, il ne peut pas sortir de Eretz Israël. Et Yaakov, il doit sortir de Eretz Israël pour aller prendre sa femme. C'est quoi? Pourquoi? Pourquoi Yaakov doit-il sortir pour prendre sa femme? Et qu'est-ce que cela signifie dans les kochot et les brachot qui doivent descendre sur nous? Qu'est-ce que provoque comme bracha et comme hashpa'a Yaakov en sortant? Et qu'est-ce que fait Yitzhak quand il fait venir Rivka chez lui en Eretz Israël à la maison? Je vous pose la question. Le fait qu'Israël était, entre guillemets, sacrifié, on dit qu'il ne pouvait pas quitter Eretz Israël. D'accord. D'accord. C'est pour ça qu'Abraham a envoyé... Donc il n'y avait pas moyen de faire autrement. Il fallait qu'elle vienne. C'est pas voulu pour que les fonctionnements qui font descendre les brachot, oui, soient exprès comme ça du temps de Yitzhak. Peut-être que je vous l'aurais pas arrangé les choses aussi. Hein. Laissons, prenons de l'autre côté. Pour quelle raison Yaakov, qu'est-ce qu'il a fait de mal qu'il soit obligé de sortir pour aller se marier? Sans sa femme, il ne peut pas construire. On prend pour femme la femme qui permet de faire sa propre avoda. On ne peut pas faire de l'avoda si on n'a pas la femme correspondante. D'accord? D'ailleurs, en ce qui concerne, on verra ça après, en ce qui concerne Yaakov, oui, vu que Esav a été défaillant et qu'il n'a pas pu faire son travail, il n'a pas fait son travail, alors il a perdu les femmes qu'il aurait dû avoir. La femme qu'il aurait dû avoir. Oui, il a été défaillant, Esav. Il aurait dû avoir Léa. Et Léa, on dit qu'elle était terne, ouais, mais en vérité, elle était très belle, Léa. C'est jumelles, c'est juste des yeux, oui. Oui. Et donc, exactement. Donc, mais elle était très triste d'être obligée de... Les gens disaient la grande pour le grand et la petite pour Yaakov. Et donc, à partir de ce moment-là, il a été défaillant, vu que son travail à lui était un travail de remonter de la Rishaut. Oui, de remonter. C'était deux jumeaux. D'habitude, c'est pas aussi tranché. Mais on espérait que ces jumeaux-là se soutiennent quand bien même ils sont différents. Et à ce moment-là, il n'y aurait pas eu de peuple qui se heurte à Israël. Les peuples d'Israël auraient été jumeaux, en quelque sorte, chacun avec son travail. Il nous a fait un balagan pas permis à ça. Ouais, pas permis. Ishmaël aussi, vous ne vous tracassez pas. Hein, ouais. Et donc, en vérité, il était totalement bon, Yaakov, et Esav était, si je puis dire, totalement mauvais. Mais quelqu'un qui m'a posé la question Shabbat, en me disant, mais d'où on sait qu'il est mauvais, Esav? C'est écrit partout qu'il est mauvais. Oui, c'est écrit partout qu'il est mauvais. Mais la question, la vérité, le truc de la question, c'est
ce n'est pas avéré. C'est difficile d'accepter que quelqu'un soit mauvais de naissance. Et j'ai répondu, tu te trompes. Oui. En vérité, on est né ce que l'on est né. On est né noir ou blanc, on est né blond ou brun, on est né riche ou pauvre, on est intelligent ou bête, on est né charmant ou idiot ou désagréable, etc. Oui. Tu dois accepter les données de base, à toi de les transformer. Le pire des rachats a pour mitzvah de devenir un tzaddik. Oui. Et le tzaddik de naissance n'aura aucun mérite si jamais il reste tzaddik de même niveau. Il est obligé de se frotter aux forces pour arriver à quelque chose. D'accord? Et donc, Akadosh Baruch Hu souhaitait que Esav surmonte son Yetzer Hara, de manière à arriver au niveau de Yaakov. Et Esav n'a pas réussi. On est choqué parce que finalement, on ne trouve pas normal qu'Esav soit défavorisé d'emblée. Oui, mais il n'est pas défavorisé. Il a reçu les forces que n'avait pas Yaakov. Oui, pour faire accomplir sa avoda. Il avait les forces de devenir un homme plus grand que Yaakov. Il les a employées pas pour le bien. Ces immenses kochot, il les a employés pour le mal. Il a tué Nimrod, il a fait ce qu'il voulait, il était patron du monde, il faisait ce qu'il veut aussi. Hein? Alors, oui, on m'a posé aussi cette question, mais dans le ventre déjà, c'est marqué que quand on passait devant la Vodazar, il poussait pour sortir, et quand on passait devant la Shiva de Hachem et Eber, c'était Yaakov qui poussait pour sortir. Mais normalement, c'était marqué la Petach Hatzatrobetz. Le Yetzer Hara, il vient qu'à la sortie dans le monde. Où tu me mets un Yetzer Hara ici, pour ces deux-là? Et on est obligé de dire, Akadosh Baruch Hu leur a mis une nature. Oui. Et c'est marqué, Yitrotzotsu habanim bikirba. Yitrotzotsu, ça veut dire qu'ils s'agitaient. C'est pas qu'ils étaient mauvais. C'est qu'un avait une tendance à aller vers le mal, et l'autre avait une tendance à aller vers le bien. Oui. Et l'épreuve, elle est aussi grande pour l'un que pour l'autre. Ne croyez pas que les épreuves ne sont pas équivalentes. Chacun reçoit les kochot dont on a besoin. Et donc, Esav a été défaillant. Quoi? Pourquoi? Eh bien, vous savez pourquoi il a eu plus d'épreuves que Esav? Parce qu'il a été obligé de prendre son travail et le travail d'Esav. Et donc, il a eu la femme, sa femme, et la femme d'Esav. Il a été obligé de faire tout le travail du monde entier. Vous avez dit la semaine dernière, pour quelle raison avait-il besoin des brachot de Esav? Et c'est la raison pour laquelle il s'est trouvé. Pour quelle raison avait-il besoin des brachot de Esav? C'est la raison pour laquelle il s'est trouvé devant. Il s'est trouvé devant Yitzhak. Et Yitzhak devait penser que c'est Esav pour lui faire des brachot qu'il aurait fait à Esav, qui sont tombés sur Yaakov, parce qu'il avait besoin de ces brachot. Parce qu'il fallait qu'il fasse le travail et de Esav et de Yaakov. Et il n'avait pas envie de faire le travail d'Esav. Il était Yoshev Alim. Il avait envie de rester dans sa tente. Il faisait ça. Et donc maintenant, on se retrouve avec... Il a épousé donc la femme de Esav et la femme de Yaakov. Et il a fait le travail de Esav et de Yaakov, car ayant épousé la femme de Esav et de Yaakov, il devait faire les deux travaux depuis travail dans la matière comme travail dans la spiritualité. Il va lutter dans la spiritualité, ça lui ressemblait avec le malach de Esav, mais il va lutter dans la matière avec la vanne. Oui. Et donc voilà un homme qui a été obligé de s'accomplir là où il n'avait pas à s'accomplir. Il ne devait pas s'accomplir. Mais Akadosh Baruch Hu a dit, bon, tu sais quoi, il est défaillant, tu prends sa place. Il est défaillant, tu prends sa place. Oui. Je ne veux pas vous raconter une histoire parce que sinon je n'arriverai pas au bout. Hein? Pourquoi? Oui. Alors maintenant, lui, à la limite, il aurait dû rester en Israël. Si c'était son travail, il aurait dû rester en Israël. Comme Yitzhak, ouais. Mais maintenant, il doit se frotter à la matérialité et il doit sortir prendre ses femmes là-bas. Quelle est la différence entre Hachem qui sort d'Israël et Hachem qui est en Israël? La différence, c'est la galoute. Oui. Hachem,
vient chez nous en galoute. Oui. Un homme vient prendre sa femme à l'extérieur d'Israël. Il vient quand une femme, quand elle est venue, Rivka chez Yitzhak, elle est venue comme une fille de l'extérieur, une femme de l'extérieur vient, s'installe dans la maison du riche. Oui, elle vient, elle passe la porte, le lendemain, les maîtresses de maison, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Oui, ça c'est quand une femme vient de l'extérieur et qu'elle s'intègre dans la dimension du mari. Elle fait un saut vers la Gdusha. Yitzhak, il saute, oui. Il n'a pas deux dimensions comme Yaakov. C'est la raison pour laquelle Abraham, souvent Akadosh Baruch Hu l'a appelé Abraham. Yaakov, il l'a appelé Yaakov. Mais Yitzhak, c'est pas Yitzhak. Jamais ça a été dans le Chumash. Il n'y a qu'un Yitzhak, il est en Israël, il n'a qu'une seule avoda. Et donc la femme vient se greffer et elle harmonise la maison, elle lui fait une maison, elle fait au couple une maison. Et à ce moment-là, vous avez vu qu'elle était très intervenante, Rivka, puisqu'elle a bousculé Esav, elle a mis à la place Yaakov, elle lui a donné les habits pour que la bracha arrive là-bas. Donc c'était un Koach HaMekabel qui est extrêmement actif, oui. Et maintenant, quel est le travail de quelqu'un qui sort? C'est le travail qu'Akadosh Baruch Hu fait quand on va en galoute. On a raté, on est défaillant, on ne tient pas la route en Israël, on n'a pas été capable de répondre à la Gdusha du Makom, de Eretz Israël, où Akadosh Baruch Hu surveille chaque petite chose, oui. Et donc, il nous envoie Khalila en galoute. Et quand il nous envoie en galoute, il dit voilà, vous êtes en galoute, maintenant je suis obligé de vous accompagner. Donc il vient en galoute pour nous aider à corriger. Quand Akadosh Baruch Hu vient en galoute, c'est qu'il corrige les défauts qu'il y a dans l'endroit. Il est sorti à amener toute sa puissance, toute son influence, toute sa Gdusha, dans un endroit où il n'aurait pas dû avoir sa Gdusha, sa puissance et son influence. Il remet en ordre ce qui se passe dans cette galoute, et puis il remet en ordre surtout les Juifs qui sont dans cette galoute-là, et qui ont besoin de sentir qu'ils sont Juifs, avant de retourner en Eretz Israël. C'est pour ça que les gens qui ne sont pas juifs en Eretz Israël, peut-être qu'ils doivent faire un petit tour, Chutz Haaretz, ils vont comprendre ce que c'est qu'un juif. Et les gens qui sont mûrs, alors à ce moment-là, Baruch Hashem, qui viennent ici et qui n'habitent pas cette terre-là, c'est-à-dire cet endroit où Akadosh Baruch Hu, il a les yeux en permanence. Donc quand Yitzhak ne pouvait pas sortir et a reçu sa femme, Rivka, en vérité, Rivka a fait un saut dans la Gdusha. Oui, elle est passée de Lavan et de Bethuel, elle est passée dans l'univers de... Quoi? Elle est passée dans l'univers de Yitzhak. Oui, et donc, elle a été contrainte de sauter, oui, et d'organiser la maison, la Gdusha, que faisait descendre Yitzhak. Oui. Et c'est l'attitude que Akadosh Baruch Hu, il a quand on est en Israël. Il est là, présent, il nous organise notre Gdusha. Vous respectez Shabbat, vous êtes sauvés. Regardez ce qui s'est passé récemment. Vous cachez dans un placard pour lire le Zohar, oui. Les lettres, avec une femme qui est en pantalon, machin, etc., les lettres remontent. Les lettres du Zohar brillent. Elle voyait ça. Alvaï, que nous, on voyait ça. Oui, Alvaï, que nous, on voyait ça. Oui, 12 heures avec Rabbi Shimon Bar Yochai, et les lettres brillent. Elle n'a pas peur. Ça veut dire qu'elle n'est pas dans le même monde. Elle n'est pas dans le même monde. Et donc, elle saute dans la Gdusha. À l'inverse. Et à Akadosh Baruch Hu, en Israël, tu vas dans la Gdusha, il te déverse dessus toutes les hashpaot qu'il faut. Tu vas dans la Gdusha, c'est bon. Ceux qui font l'erreur de venir en Eretz Israël, qu'est-ce qu'on lui dit d'arrêter? On a le droit, hein. C'est pas vrai. Et en Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu grandit tous ceux qui se dirigent vers la Gdusha. Les grandit. Il leur donne bracha vatzlacha dans ce qu'ils font. Oui.
Et donc, c'est ça la qualité d'un couple dans laquelle la femme va vers l'ashpa, va vers le mari. Oui. Il pleut? Eh bien, on a de la bracha, vous voyez. L'eau, elle arrive jusqu'à nous. C'est un puits à l'envers. On a parlé d'eau, vous voyez. Ça, c'est quand la femme va vers le mari. Elle avance vers la source de la bracha. Oui. Et donc, elle se rapproche et elle organise la bracha. Quand Yaakov va en Chutz La'aretz, oui, et qu'il contraint Hachem à venir en Chutz La'aretz, la hashpa et la bracha, elle n'est pas la même. Là-bas, en Chutz La'aretz, il y a beaucoup de gens logiques qui s'agrippent pour pouvoir faire descendre un peu de bracha. Ici, on ne fait pas grand-chose et ça descend. Oui. On ne fait pas grand-chose et ça rate aussi, dans l'autre sens. Oui. Mais ici, en fait, la ishtadlut n'est pas la même. Même s'il y a peu de ishtadlut, il peut y avoir beaucoup de bracha. Chutz La'aretz, il faut beaucoup de ishtadlut pour avoir un peu de bracha. Oui. Et donc, quand il est allé vers les femmes, quand c'est Yaakov qui est allé vers les femmes, il a emmené la présence divine au Chutz La'aretz, chez les femmes là-bas. Et les femmes ont des maisons à faire qui ne sont pas les mêmes que les maisons que font les femmes quand c'est la femme qui vient vers le mari. Oui. C'est une maison de Gdusha et de Tahara que l'on met en ordonnancement et la bracha est abondante, grande, puissante. Oui. Et si jamais vous vous amusez en Eretz Israël à vous rapprocher de la Gdusha, vous verrez à ce moment-là les conséquences très importantes que ça aura. À l'inverse, Chutz La'aretz, il faut être très précis, très rigoureux dans sa manière de faire les choses. Oui. Et à ce moment-là, vous faites descendre un petit peu de bracha et on dit « Oh, incroyable !» Oui. C'est ça la différence entre les deux. Quand Yaakov va chercher ses femmes, Chutz La'aretz, il va là-bas pour corriger les défauts, pour corriger l'endroit. Il est venu à Kajbourou quand on était en Égypte. Oui, il est venu chez nous et il a corrigé notre mental pour nous donner de la émouna. Il a corrigé les fautes que nous faisions quand on faisait un petit peu d'Avodah Zara, on ressemblait aux Égyptiens. Il a corrigé les petites fautes, il nous a rendus aptes à monter au Sinaï. Oui, à traverser la mer. Et donc, ici, ce que l'on a dit, que le couple préfigurait la relation entre Hachem et Israël, c'est qu'une femme qui va vers son mari, elle se rapproche de la Gdusha et de la bracha. Une femme, et quand c'est le mari qui va vers la femme, c'est la bracha qui se rapproche de la femme. Les maisons que l'on fait et le travail que l'on fait sont totalement différents. Yaakov, qui a été obligé de prendre le travail de Esav, car Esav a été défaillant, a été obligé de sortir Chutz La'aretz pour pouvoir faire le travail de Esav en même temps qu'il ferait le sien. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez tout entendu? Pas de questions? C'est...